Donc c'est parti. Aurélie, tu es membre de l'atelier genre et sexualité de l'Université libre du Bruxelles. Tu termines un doctorat en histoire coloniale. À travers l'examen de procès judiciaires de femmes colonisées, ta thèse questionne la place des transgressions féminines dans la société coloniale du Congo belge tardif et leur traitement par la justice pénale. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc Aurélie nous parle de Belgique. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu se rendre parce qu'elle était un petit peu épuisée. Écoutons-la mettre l'alcool au feu et ses objectifs. À toi, Aurélie. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction. Avant d'entamer ma présentation, j'aimerais d'abord adresser donc mes remerciements à Carole Laforêt ainsi qu'à Monique Lemoine pour la mise sur pied de ce colloque avec brio et aussi pour leur flexibilité puisqu'elles m'ont donc permis de présenter mes recherches en ligne avec toutes les adaptations techniques que cela a pu nécessiter. Donc, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de présenter mes recherches actuelles avec vous. Donc, recherches qui font partie d'un doctorat que j'ai entamé il y a maintenant 4-5 ans à l'Université libre de Bruxelles, qui est en cours de finalisation, et qui donc s'intéresse à la criminalisation, mais aussi la criminalité des femmes africaines, qui étaient donc sous domination coloniale belge. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour accompagner ma présentation, j'ai prévu un PowerPoint que je m'apprête à partager avec vous. Alors, ça, un tout petit instant. Ça avait marché l'autre fois. Oui, effectivement. Donc, ça devrait... Ah, voilà, je pense que j'y suis. Je vais le mettre en mode... Plein écran et c'est bon. Voilà. Est-ce que vous le voyez ? C'est parfait, vas-y. Très bien. Donc, je continue. Ma thèse, en fait, interroge les pratiques criminelles des femmes africaines qui étaient donc sous domination coloniale. Et donc, dans ce sens, j'interroge, en fait, toutes les activités ou les comportements qui transgressaient donc les normes légales qui étaient édictées par ce pouvoir colonial. Et j'examine également les pratiques répressives, c'est-à-dire les pratiques qui participaient au contrôle et à la condamnation de ces transgressions féminines par les autorités policières et judiciaires. Et donc, quand j'ai entamé ce doctorat, ce qui m'intéressait avant tout, c'était d'analyser ces infractions sous l'angle des rapports de genre, et c'est-à-dire de voir dans quelle mesure, en fait, les activités qui étaient donc condamnées, qui étaient donc des activités féminines, ce que ces activités pouvaient nous dire sur les conditions sociales et économiques des femmes qui se trouvaient donc en situation coloniale. Et je voulais également examiner dans quelle mesure la répression de ces activités par le pouvoir colonial reflétait donc une intention du colonisateur de maintenir les femmes dans des rôles qui étaient dévolus au genre féminin. Et donc dans mon travail, et ça c'était très important pour moi, je voulais accorder une place prépondérante au discours des femmes colonisées et à leur propre point de vue sur les transgressions criminelles dont elles étaient les auteurs. Et pour accéder donc à leurs paroles, j'ai essentiellement mobilisé des sources de procès judiciaires qui sont particulièrement riches pour pouvoir mettre donc en avant la parole des femmes, puisque ces sources judiciaires contiennent les retranscriptions des témoignages que les suspects qui étaient donc mis en examen pour toute une série d'infractions ont livrés aux autorités coloniales dans le cadre d'interrogatoires. Alors, je n'ai pas effectué de sélection a priori sur les
les catégories infractionnelles dont les femmes étaient les auteurs. J'ai pas décidé de travailler sur certaines catégories comme les infanticides ou d'autres catégories où on pressent une présence de femmes plus importante, mais j'ai plutôt travaillé de manière inductive et j'ai effectué des sondages dans les archives de ces procès judiciaires. Et c'est dans les différentes parties les différentes régions du Congo belge. Et donc c'est à la suite de ces sondages que j'ai découvert que dans certains grands centres urbains de la colonie belge, les femmes étaient surreprésentées d'ailleurs par rapport aux hommes, pour certaines catégories d'infractions. Et c'est notamment le cas pour la fabrication et la vente illicite d'alcool donc distillé, qui est donc l'objet de ma présentation aujourd'hui. Et donc, j'ai repris ici, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, les différentes régions du Congo belge sur lesquelles j'ai pu travailler, qui correspondent donc à la partie occidentale du territoire congolais. Pourquoi j'ai travaillé essentiellement sur cette partie qui est entourée ici en vert? Simplement parce que c'est dans ces régions que les archives judiciaires en tout cas, étaient les plus complètes et les plus accessibles. Et donc, j'ai pu, par comparaison, observer que les femmes colonisées étaient particulièrement condamnées dans la région qui se situe près de la capitale, de l'ancienne capitale du Congo belge, à savoir donc Léopoldville, qui est actuellement Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et donc c'est dans cette ancienne ville, cette ancienne capitale coloniale que j'ai retrouvé plus ou moins 80 procès de femmes colonisées qui ont été donc condamnées pour trafic illicite d'alcool distillé. Et c'est donc à partir de ces procès judiciaires que j'ai réalisé une étude de cas dont je vais vous livrer aujourd'hui les résultats. Alors, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, donc de vous présenter les résultats de ces recherches, je vais d'abord commencer par donner quelques éléments de contexte, d'abord historique et ensuite légal, sur, on va dire un petit peu les raisons qui ont poussé les femmes à s'engager dans ce trafic illicite de l'alcool distillé, mais également sur les raisons pour lesquelles ce trafic a émergé et a pris de l'ampleur dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Et puis après avoir fait ce détour historique et légal, j'en viendrai à présenter en fait les stratégies économiques et juridiques qui ont été développées par les distillatrices pour pérenniser leur activité en dépit d'un contrôle et d'une surveillance policière particulièrement importante. Et elles ont également mis au point toute une série de stratégies juridiques pour tenter de diminuer les peines qu'elles encouraient dans le cas d'une condamnation pénale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes colonisées, donc, qui étaient arrêtées et condamnées pour trafic illicite d'alcool, encouraient jusqu'à 1 an d'enfermement, ce qui constituait une peine particulièrement lourde pour l'époque coloniale et pour ce type d'infraction. Alors, d'un point de vue historique, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas l'histoire du Congo belge. Le Congo est donc un territoire qui fait 4 fois la superficie donc de la France, et qui est donc un territoire immense, qui a été immense à administrer pour la colonie belge. À la fin du XIXe siècle, donc au moment où les grandes puissances coloniales se partagent les territoires africains,
le Congo devient l'État indépendant du Congo et la propriété personnelle du roi Léopold II, qui en fait va exploiter massivement la main-d'œuvre et les populations congolaises afin de faire fructifier en fait des activités économiques, et essentiellement en fait ces activités étaient dépendantes de la récolte du caoutchouc, et donc ce qui a créé un État particulièrement violent en raison des exactions qui étaient commises sur les populations, et ce qui a créé, ce qui a amené à ce que un scandale international donc éclate à la fin du XIXe siècle, et que la Belgique en fait décide de reprendre le Congo et les territoires donc tous ces territoires à Léopold II, et l'administrer en tant que colonie à partir donc de 1908. Et la Belgique va donc administrer cet État indépendant qui va devenir le Congo belge jusqu'aux indépendances africaines. Et dans le cas de la Belgique, il s'agit des années 1960. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'arrivée européenne, donc pendant toute la période précoloniale, les femmes africaines étaient déjà responsables en fait de la production d'alcool. Cet alcool était principalement de l'alcool qui était fermenté, donc l'alcool distillé, la technique de distillation était inconnue des populations précoloniales. Cette technique a été importée par la suite au moment de la conquête et à l'arrivée donc européenne. Et les activités de production d'alcool occupaient énormément le temps des femmes, puisque elles occupaient une place centrale dans les activités ménagères et agricoles des femmes africaines, puisque ces boissons étaient abondamment consommées par les sociétés africaines précoloniales, et cela dans toute une série d'événements qui étaient sociaux, rituels ou agraires. Mais à l'arrivée des colons européens et de l'administration coloniale, et ce déjà sous le régime léopoldien, il y a toute une série de lois qui a été mise en place pour interdire aux populations africaines de consommer de l'alcool distillé. Cet alcool distillé, donc c'est l'alcool fort, qui est le gin, le whisky, etc. Cet alcool distillé était importé dans les colonies et était destiné prioritairement aux colons donc européens et belges. Et donc, en 1913, ces interdictions légales aboutissent en fait à l'interdiction pour les populations colonisées de consommer toute forme d'alcool distillé, et ce, dans tout le territoire congolais. Alors, je vais juste parler assez brièvement des raisons qui ont donc poussé les Européens donc à empêcher, en fait, à interdire la consommation d'alcool distillé par les populations africaines. Alors il y a d'abord toute une série de raisons qui sont des raisons sanitaires et qui ont été plutôt poussées par les missionnaires, qui sont plutôt des raisons humanitaires en fait, par les missionnaires et par les humanitaires européens qui voulaient préserver les populations africaines du fléau que représentait l'alcool, fléau tant moral que social. Et à ces motifs sanitaires se sont ajoutés des motifs plus sécuritaires et politiques, puisque la présence en fait des Européens et ça c'est assez spécifique au Congo belge, la présence des Européens au Congo belge était moindre par rapport à la présence africaine, et donc il y avait le risque d'insurrection ou de soulèvement de la population qui pouvait être favorisé par l'abus d'alcool. Et il y avait également l'idée que la consommation excessive d'alcool par les populations africaines pouvait réduire la productivité de la main-d'œuvre, qui
dans une situation d'exploitation économique et d'appropriation des ressources était particulièrement donc préjudiciable pour le pouvoir colonial. Alors, ce qu'il faut évidemment savoir, c'est que tous ces motifs qui prônaient l'interdiction de consommer de l'alcool distillé par les populations africaines s'accompagnaient évidemment d'un discours raciste qui infériorisait les populations africaines qui étaient considérées comme insuffisamment prêtes sur le plan moral à consommer de l'alcool fort, donc de l'alcool des Blancs, parce que ces populations étaient supposément incapables de tempérer leur consommation. Après 1945, qui est donc la période sur laquelle j'ai travaillé, et où on voit en fait qu'il y a donc une émergence d'un trafic d'alcool distillé dont se sont emparées les femmes, il y a un phénomène important qui se passe et qui est donc là une migration importante depuis les régions rurales vers les grands centres urbains d'une main-d'œuvre masculine. Et donc les femmes ne vont pas rester en reste, elles ne vont pas rester dans les campagnes, elles vont accompagner en fait cette main-d'œuvre masculine vers les villes et elles vont profiter de l'opportunité économique qui leur est offerte par donc cette demande en alcool qui explose littéralement après la Seconde Guerre mondiale, et elles vont donc en profiter pour se lancer dans le trafic illicite d'alcool distillé, fabriquer et vendre clandestinement cet alcool. Alors, je vais donner quelques mots sur la pratique de distillation. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est une des rares en fait représentations visuelle photographique qui nous est revenue d'une femme qui distille de l'alcool, et donc on voit en fait le matériel qui était utilisé par les femmes pour distiller, qui est un matériel donc assez rudimentaire, et donc simplement pour pouvoir distiller de l'alcool, on chauffait en fait avec de l'eau, avec du liquide, des matières premières. Au Congo belge, c'était essentiellement du manioc et du maïs. Ce liquide constitué de matières premières était chauffé, était ébouillanté, et puis ensuite passait par un second fût en fait et un tuyau métallique. Et donc cet alcool était refroidi pour ensuite devenir de la vapeur alcoolique qui était récoltée dans une bouteille et qui ensuite était vendu. Cet alcool était vendu principalement à une clientèle masculine. Donc pour en revenir aux stratégies que les femmes africaines donc utilisaient pour pouvoir pérenniser leur activité alors que elles étaient particulièrement mises en joue par la police, qui a intensifié en fait le contrôle sous forme d'enquête qui était menée et principalement dans les grands centres urbains, mais aussi des pratiques de surveillance importantes, avec également des Congolais qui étaient mis à contribution pour surveiller ces pratiques de distillation illicite. Et donc, juridiquement, en fait, les femmes étaient particulièrement bien informées de leurs droits et donc des mécanismes de la loi, et donc elles recouraient à des stratégies juridiques pour tenter de diminuer la peine. Donc, comme je l'ai dit, c'était des peines elles encouraient des peines particulièrement importantes, et donc elles tentaient par toute une série de stratégies de diminuer la peine qu'elles encouraient. Alors, parmi ces stratégies, les femmes notamment mentaient sur la nature de l'alcool qui était donc perquisitionné par la police. Elles tentaient de faire passer cet alcool pour de l'alcool fermenté, ce qui pouvait parfois fonctionner si les agents du maintien de l'ordre n'étaient pas suffisamment attentifs ou expérimentés.
Et donc cela, ça pouvait être le cas. Donc les femmes, voilà, tentaient leur chance, puisque les matières premières qui étaient utilisées pour fabriquer donc de l'alcool distillé étaient en fait les mêmes matières qui étaient utilisées, donc à savoir le manioc et le maïs pour fabriquer de l'alcool distillé. Il te reste 5 minutes. Allez. Il te reste 5 minutes. Parfait, merci beaucoup. Donc les femmes étaient donc le plus lourdement condamnées lorsque on pouvait prouver qu'elles avaient distillé de l'alcool et que cet alcool était destiné à la vente. Et donc pour réduire leur implication dans ce trafic auprès de la justice, les femmes qui étaient surprises en flagrant délit de distillation ou dont on retrouvait le matériel qui était utilisé pour distiller, mentaient également sur la destination de cet alcool. Elles avouaient donc effectivement avoir distillé de l'alcool, mais elles disaient avoir distillé pour leur consommation personnelle afin d'éviter d'être condamnées pour la vente. D'autres femmes, elles déclaraient également ne distiller que pour la première fois et donc être à leur premier essai de distillation afin d'éviter donc une sentence qui pouvait s'avérer évidemment beaucoup plus sévère s'il était prouvé que ces femmes étaient récidivistes. Et enfin, les fabricantes prenaient également le soin de cacher en fait ce matériel que vous voyez donc à l'écran. Elles pouvaient le cacher soit dans les forêts environnantes et donc qui entouraient la ville coloniale, ou alors chez d'autres distillatrices dans leurs habitations. Et donc, comme je l'ai évoqué, ce matériel était un matériel qui était assez rudimentaire et peu encombrant, et donc il était facilement démontable et transportable. Et donc, les distillatrices étaient bien conscientes que seule la confiscation de ces preuves matérielles pouvait mener à une condamnation. Et donc, il n'était pas rare que les femmes provoquent en fait les policiers ou les magistrats en leur demandant en fait de leur montrer où se trouvait leur matériel pour pouvoir ou pour les autoriser à les condamner pour trafic de cet alcool distillé. Alors il y a d'autres stratégies cette fois économiques qu'utilisaient les femmes pour pouvoir pérenniser leur activité et engranger un maximum de profit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes congolaises urbaines étaient, pour la grande majorité d'entre elles, exclues du travail salarié. Seuls les hommes africains étaient employés par les colons et les administrations ou les entreprises belges à titre de travailleurs salariés. On attendait des femmes qu'elles soient des femmes au foyer et donc qu'elles obéissent à leur statut d'épouse et de mère de famille. Et donc les femmes n'avaient pas la possibilité de gagner un salaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui rejoint en fait cette exclusion des femmes du travail salarié, c'est que la majorité des femmes qui ont été donc condamnées pour distillation étaient donc des femmes célibataires. Et donc, ça montre bien que cette activité clandestine répondait à une nécessité économique. Pour engranger le plus de profit possible, les femmes distillaient souvent à plusieurs, en binôme, de manière à mutualiser leurs ressources. C'est ainsi qu'elles se distribuaient les différentes étapes de la fabrication d'alcool distillé. Certaines femmes étaient en charge de la récolte des matières premières, donc comme je l'ai dit, le manioc et le maïs. Elles cultivaient donc ces matières premières. D'autres étaient en charge de la récolte du bois de chauffage, qui était donc indispensable en grande quantité pour chauffer et brûler donc cet alcool qui permettait sa distillation. Et enfin, d'autres femmes s'occupaient plus essentiellement de distiller. Et pour se procurer le matériel qui permettait de distiller, il arrivait donc que certaines femmes le volent dans des industries européennes et aussi qu'elles se le prêtent à tour de rôle. Voilà, alors je vais simplement
En guise de conclusion, je reprends ici donc à l'écran la déclaration d'un magistrat que j'ai trouvé très éclairante sur l'appropriation de ces techniques d'importation européenne par les femmes colonisées, techniques qu'elles ont ensuite adaptées pour répondre à la demande locale et qui a donc contribué après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à l'indépendance, et c'est encore le cas aujourd'hui en République démocratique du Congo, à rendre ces femmes dépendantes sur le plan économique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pour vos questions. Première question, Aurélie. Est-ce que ça continue donc les femmes qui n'ont pas de revenus, de possibilités de revenus légaux peuvent poursuivre cette activité de distillatrice? Tu as entendu? Non. Aurélie? Oui. Est-ce que je vous entends très très mal, pardon, c'est assuré. Oui, la question c'était est-ce que ça se perdure aujourd'hui? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter parce que j'ai vraiment mal entendu? Est-ce que cette activité se perdure aujourd'hui? Oui, alors tout à fait. J'ai pas travaillé sur cette activité sur le plan contemporain, mais c'est très clair que c'est une activité qui est toujours illégale en République démocratique du Congo, mais qui reste l'apanage des femmes africaines. Donc, ce sont toujours les femmes en fait qui pratiquent cette activité à des fins de subsistance économique. Alors, j'ai pas envie de m'aventurer plus dans mes réponses parce que j'aurais peur de donner de fausses réponses, mais j'ai l'impression que c'est une activité qui est quand même moins réprimée à l'heure actuelle qu'elle ne l'était lors de la colonisation belge et par l'administration européenne. Il y a évidemment sous cette répression intensive coloniale, beaucoup de raisons évidemment qui étaient sécuritaires et politiques et qui, je pense, sont très différentes dans la conjoncture actuelle. Et il y a aussi évidemment beaucoup de raisons de discrimination raciale que j'ai pas pu aborder en profondeur, mais qui expliquent que cette répression était particulièrement sévère dans le cadre colonial, et ce n'est pas une répression qui était spécifique au Congo belge, étant donné que dans tous les contextes coloniaux, mais de manière différente dans chaque colonie, les Européens ont appliqué des règles plus ou moins strictes pour empêcher les populations africaines soit de consommer, soit de produire de l'alcool. Voilà. D'autres questions? On remercie Aurélie encore une fois. Merci Aurélie. Merci à vous.